Merci beaucoup Paul. Donc, je suis chercheur aussi de l'INRA et je travaille donc, à Versailles. Et Paul m'a demandé de vous parler aujourd'hui des biotechnologies végétales et de création de biodiversité dans le génome et d'amélioration des plantes. Donc c'est un petit peu ambitieux, mais je vais faire un exposé donc assez général, sans entrer trop dans les détails. Et il y a certaines parties qui viennent d'être évoquées sur la génomique, sur lesquelles je pourrais aller un peu plus vite. Donc mon exposé va se diviser en 4 parties. Une introduction sur les enjeux sociétaux et l'amélioration des plantes. Un petit historique sur l'origine de l'amélioration des plantes, de la domestication aux pratiques actuelles. Puis donc l'essentiel de l'exposé portera sur les apports des biotechnologies. Je ferai une partie spécifique sur la transgénèse et des conclusions. Donc un rapide résumé sur le contexte mondial qu'a déjà évoqué Paul en 2 diapos. Tout d'abord, le contexte, évidemment, c'est une demande croissante des produits de l'agriculture, due à une augmentation de la population, des évolutions des habitudes alimentaires, et puis, comme Paul l'a dit, de l'épuisement du carbone fossile. Tout cela nécessite, a été estimé, nécessite une augmentation d'environ 70% de la production mondiale agricole dans les 15 années à venir. Évidemment, tout cela dans un contexte de contraintes environnementales croissantes, où il faut évidemment tenir compte, limiter l'impact de l'agriculture, tenir compte des changements climatiques, et donc de la limitation des ressources, que ce soit les terres agricoles, l'eau, l'énergie ou la biodiversité. Donc en conclusion, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut produire plus et mieux, et que cela nécessite, selon les termes, ce qu'on appelle une intensification durable des pratiques agricoles. Alors, on peut se demander comment on peut arriver à relever ce défi d'une augmentation de 70% de la production dans les années à venir par une intensification durable. Évidemment, il va falloir jouer sur un ensemble de leviers, à commencer par donc une organisation, on va dire, socio-économique qui va soutenir le développement agricole, et puis une meilleure prise en compte, une bonne gestion des ressources, donc eau, sol, énergie, biodiversité, ce qui va amener donc des changements normalement des pratiques agricoles et des pratiques industrielles. Et ce que nous pensons, c'est que l'amélioration des plantes peut contribuer fortement à ces changements de pratiques agricoles ou pratiques industrielles et à relever ce défi d'une intensification durable. C'est ce que nous allons voir dans le reste de l'exposé. Donc un rappel sur les contributions possibles de l'amélioration génétique si on se base sur l'histoire. Au cours des 60 dernières années, les rendements des principales cultures ont été augmentés d'un facteur 5. Et l'amélioration génétique, on estime en général, en moyenne, a contribué pour plus de la moitié à l'augmentation de ce rendement. Et donc, si on tient compte du contexte actuel que je viens de vous décrire, il semble nécessaire que l'amélioration génétique fasse encore mieux et plus. Et on va essayer de voir comment les biotechnologies ont déjà contribué à cette amélioration et peuvent encore y contribuer un peu plus dans le futur. Donc d'abord un rappel historique de l'évolution de l'amélioration des plantes et de ce qu'on appelle ici la domestication. L'amélioration des plantes a débuté donc avec la sédentarisation de l'homme il y a à peu près 10 000 ans à différents endroits sur la planète de façon assez simultanée. Donc on connaît des centres comme l'Amérique centrale où on a domestiqué le maïs, l'Amérique du Sud le haricot, la pomme de terre, en Asie, en Chine le riz et le soja, en Afrique des céréales comme le millet et le sorgho, et puis en Mésopotamie, le blé et l'orge que l'on connaît maintenant. Alors pour vous donner un exemple du maïs, donc, le maïs provient d'une plante sauvage qui s'appelait la théocinthe, qui a été domestiquée, donc on estime à peu près il y a 7 ou 8 000 années. Et l'essentiel de la domestication a consisté à avoir un épi qui était un peu plus gros, qui faisait plus de grains, et des grains qui étaient nus et qui restaient fixés sur l'épi. Et pendant quelques millénaires, on a amélioré des populations de maïs de façon parallèle. Et c'est finalement seulement et très récemment que dans les années au milieu du XXe siècle qu'on a utilisé la technique des hybrides pour obtenir des maïs avec les rendements actuels qui dépassent les 90 quintaux, c'est-à-dire une augmentation de la productivité d'à peu près un facteur 100. Alors, ce qu'ont pu montrer les analyses de génétique moléculaire, dont on va parler, et d'analyse des génomes un petit peu, c'est que la domestication de ces plantes cultivées, en fin de compte, au départ, concernait essentiellement quelques gènes majeurs. Donc si on reprend l'exemple du maïs, il y a à peu près 5 gènes majeurs qui ont été concernés. Donc j'ai pris 2 exemples. Ici, le gène TB1, qui code pour un facteur de régulation de la transcription et qui contrôle la structure branchée. Donc chez l'ancêtre du maïs, la théocinthe, on a différentes branches, alors que chez le maïs, on a ce qu'on appelle une dominance apicale très forte avec une seule tige importante. Et ce phénotype est dû à la surexpression
du gène TB1. Un autre exemple de gène important pour la domestication du maïs, c'est le gène qui s'appelle TGA1, qui code également pour un facteur de transcription et qui contrôle le développement des glumes, c'est donc les enveloppes des graines. Et là, chez le maïs, ce gène a été muté et sa mutation produit donc des grains qui sont nus et fixés à l'épi. Alors ces exemples, on pourrait les multiplier, j'en ai repris ici quelques-uns, de gènes forts et majeurs qui ont servi à la domestication des plantes. Donc ici, il y a l'exemple du riz, à gauche, un riz sauvage, avec les graines qui peuvent s'égrener facilement, et ici le riz cultivé, et on a pu montrer que deux gènes importants, SH1 et SH4, contrôlaient cet égrenage du riz, ou ici l'exemple de l'allèle Q dominant chez le blé cultivé, qui donne un épi compact et solide par rapport à un blé sauvage ou à un blé avec l'allèle faible ici. On peut donner également plus récemment l'utilisation d'un certain nombre de gènes qui ont permis qui ont été accumulés pour la domestication de nombreuses plantes, en particulier qui sont impliqués dans la taille de la plante. Et ici, c'est l'exemple d'homologue du gène GAI qui a été identifié chez la plante modèle Arabidopsis, qui intervient dans la signalisation d'une hormone végétale. Et les mutations de gènes très homologues ont permis d'obtenir à la fois des blés, des maïs ou des colzas nains. Ici, il s'agit d'un blé nain. Voilà. Donc la conclusion de cette première partie, c'est que la domestication a reposé essentiellement sur l'existence et la sélection de quelques gènes ou quelques allèles à effet très fort et quantitatif, comme ceux qu'on vient de voir. Et par contre, la domestication, alors l'amélioration actuelle, travaille sur des caractères qui sont à la fois plus fins et plus nombreux, un plus grand nombre d'allèles qui permet d'obtenir cette biodiversité. Et donc, on va essayer de trier des traits ou des caractères qui sont à la fois plus fins, plus complexes, qui sont à la fois quantitatifs et qui interagissent entre eux. Alors le principe de base, donc très schématique de l'amélioration des plantes est le suivant. On va utiliser la diversité génétique existante, donc il faut d'abord la recenser, la caractériser, et puis après on va produire par croisement, essayer de regrouper dans un même individu des traits qui nous intéressent et sélectionner ces variétés en fonction de critères agronomiques. Donc les méthodes de sélection ont évolué depuis la domestication. Essentiellement, depuis la domestication, on pratiquait ce qu'on appelle la sélection massale, c'est-à-dire un choix des graines ou des porte-graines, enfin des plantes elles-mêmes directement en population, et on améliorait des populations, on échangeait des populations, qu'on testait donc sur les performances de la population visible. Par exemple, on choisissait des champs qui produisaient des gros épis. Et puis ça a permis l'amélioration de ce qu'on appelle des populations de plantes autogames qui font des autofécondations, donc comme le blé et l'orge. Et c'est uniquement plus récemment, donc au milieu du 19e siècle, qu'est apparue ce qu'on appelait la sélection généalogique, qui est basée sur la sélection non plus de populations, mais d'individus, et l'étude de leur performance en descendance. C'est-à-dire qu'on sélectionne un individu non pas uniquement parce qu'il fait une grosse graine, mais parce qu'on sait qu'en descendance, ses descendants vont faire des grosses graines. Et ça a permis l'amélioration toujours des plantes autogames, mais également de plantes allogames, donc avec des fécondations croisées, comme la betterave. Et donc ces techniques ont été apportées par la famille de Vilmorin, père, fils et épouse. Au XXe siècle, donc beaucoup plus récemment, on a commencé à utiliser les cartes génétiques grâce à la redécouverte ou à l'utilisation des lois de Mendel, brièvement, puis très récemment l'utilisation de marqueurs moléculaires. C'est seulement vers la moitié du XXe siècle qu'on a commencé à utiliser les cartes génétiques, puis qu'on a utilisé donc les hybrides de maïs, par exemple, et vraiment très récemment seulement qu'on utilise des marqueurs moléculaires dont je vais parler. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie à des ouvrages récents de collègues français, André Gallet et Dominique Devienne, sur les méthodes de création, mais je ne vais pas m'étendre plus ici dans l'exposé. Donc juste pour conclure, un exemple de résultat de la domestication et de l'amélioration des plantes, le blé. On considère qu'il a été domestiqué donc en Mésopotamie il y a à peu près 7000 ans. Et on est parti de rendements qui devaient être autour du quintal. On arrive aujourd'hui à des rendements en France qui sont de 80, voire 100 quintaux, sans problème. Alors, les techniques d'amélioration que je qualifie de conventionnelles ici, ces techniques ont des limites, et ces limites sont bien sûr inhérentes à la reproduction sexuée. Donc, on note en particulier donc, les difficultés de réaliser des croisements entre espèces pour utiliser les gènes qui proviennent de différentes espèces, des problèmes d'introduction de caractères indésirables dans les nouvelles variétés quand on fait des croisements, et puis des délais évidemment pour introgresser les caractères qui nécessitent
une succession de croisements et donc qui dépendent de la durée du cycle de végétation de chacune de ces plantes. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que les biotechnologies ont répondu à certains de ces problèmes. Ils permettent de créer et de mieux exploiter la diversité génétique, en particulier, par exemple, de faciliter les croisements interspécifiques. Ils permettent de mieux connaître les génomes. Donc ça, je vais pouvoir aller plus brièvement, puisque Jean-François vous a... Et je reprendrai certains des exemples de Jean-François sur l'intérêt de connaître les génomes pour après, comment on peut l'utiliser en amélioration des plantes. Et enfin, ces techniques permettent de diminuer la durée de la création variétale. Donc nous allons voir maintenant les apports des biotechnologies. J'ai divisé cette partie donc en 3 sous-chapitres. Tout d'abord, les apports des techniques qu'on appellerait de biologie cellulaire et qui font appel aussi à la régénération des plantes, les techniques basées sur la biologie moléculaire et la génomique. Et puis après, je vous montrerai quelques exemples comment on peut créer et utiliser de la biodiversité au niveau moléculaire. Donc si je reprends le schéma classique des différentes étapes de la sélection, c'est-à-dire étude du patrimoine génétique possible, choix des parents, croisement, fixation des caractères, on peut voir que les biotechnologies peuvent agir à différents niveaux. Donc d'abord, les biotechnologies cellulaires peuvent permettre de mieux exploiter la diversité. Je vais vous montrer des exemples de ce qu'on appelle du sauvetage d'embryons ou de fusion de protoplastes. Ils peuvent permettre de diminuer la durée de création. Je prendrai 2 exemples, la ploïdisation et la culture d'embryons immatures. Et puis par la suite, donc, je vous montrerai comment la biologie moléculaire et la connaissance du génome peuvent également permettre de faciliter la création variétale. Et je terminerai par la transgénèse, où je ferai un chapitre à part en vous expliquant comment la transgénèse peut jouer finalement sur toutes ces parties, à la fois sur une meilleure connaissance du génome, sur l'exploitation de la diversité et sur la diminution du temps de création variétale. Donc en ce qui concerne la première partie et la biologie cellulaire, les images ne sont pas tout à fait les mêmes, bon, j'espère qu'on verra la même chose. Donc je commence par les méthodes de micropropagation, donc ce qu'on appelle la multiplication in vitro de tissus végétatifs. Communément, on parle de ce qu'on appelle d'abord les sauvetages d'embryons. C'est-à-dire que quand on fait certains croisements, je vais vous montrer un exemple, on arrive des fois à obtenir des embryons qui ne sont pas viables et on peut les récupérer et les cultiver in vitro pour régénérer des plantes. Des techniques de culture de méristème, on peut prendre les zones méristématiques qui sont les zones où la plante se développe pour multiplier in vitro les plantes. Et puis des techniques tout simplement de microbuturage, donc de multiplication végétative à partir d'organes végétaux. Les applications sont diverses puisque ça consiste à propager de façon clonale ces tissus. On peut donc avoir une multiplication rapide, des gains de temps importants. Et en particulier, ces techniques ont été utilisées par exemple pour l'élimination de viroses en cultivant des méristèmes ici qui sont en général indemnes de certains virus. On peut régénérer des plantes non affectées. Je vous parlerai également d'autres techniques qui font plus appel à la régénération, donc l'embryogénèse somatique, l'obtention et la fusion de protoplastes et la ploïdisation. Donc un bref rappel historique, je pense que je vais vous montrer la diapo, mais comme j'en ai beaucoup, je ne vais pas lire toutes ces étapes, mais historiquement, le début des cultures cellulaires in vitro, on va dire, débute avec le XXe siècle et la découverte de la totipotence des cellules végétales, c'est-à-dire la capacité de régénérer des plantes entières à partir d'une cellule. Et puis on est passé donc par des étapes de culture in vitro. Vous verrez que beaucoup de Français ont participé à ces travaux, donc, notamment à Versailles ou ailleurs, en particulier par exemple Morel et Martin qui ont fait les premiers travaux de culture in vitro et d'obtention de culture de méristèmes assainis sans virose. Après, il y a eu l'obtention des premiers embryons somatiques, multiplication végétative, culture de cellules végétales et obtention d'haploïdes par Jean-Pierre Bourgin, obtention de protoplastes de tabac et fusion de ces protoplastes. Donc, je vais vous montrer quelques images pour illustrer cela. Donc, tout d'abord, le bouturage. En fin de compte, ça, c'est une technique, évidemment, qui n'est pas récente, puisque on dit que... Alors, il manque un zéro. C'est 11 000 ans avant aujourd'hui, donc au néolithique, on bouturait déjà le figuier pour le multiplier, mais cette technique a été développée et on peut maintenant bouturer de nombreuses plantes. On peut faire du microbuturage, donc là c'est des techniques de culture in vitro, et comme je vous l'ai dit, ça permet notamment par exemple de régénérer des plantes à partir de méristèmes qui deviennent indemnes de certaines viroses, et ça c'est un exemple sur le dahlia qui a été développé par Morel et Martin dans les années 50.
ces techniques ont été étendues à la pomme de terre et à de nombreuses plantes. Et notamment, vous avez tous vu de nombreuses variétés de plantes, dont certaines orchidées, qui sont multipliées quasiment uniquement par ces processus de culture in vitro. Alors, je vous ai parlé également d'embryogénèse somatique et de sauvetage d'embryons. Donc, l'embryogénèse somatique, c'est obtenir à partir de tissus végétatifs de véritables embryons. Ici, il s'agit d'un exemple de multiplication de conifères. Et donc, on obtient de façon très rapide un certain nombre de plantes tout à fait identiques pour pouvoir après les implanter. Le sauvetage d'embryons, je vous ai dit, c'est le fait de pouvoir récupérer des embryons qui normalement sont non viables. Et ça, c'est une technique très intéressante parce que, par exemple, quand vous croisez, ici il s'agit d'un tournesol cultivé d'un tournesol sauvage, on obtient des embryons qui normalement ne se développent pas, mais qu'on peut récupérer in vitro pour régénérer une plante. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce cas particulier, certains tournesols sauvages sont des réservoirs de résistance à des pathogènes et on peut introduire ainsi des gènes de résistance dans les espèces cultivées. Un autre exemple, c'est donc l'obtention de protoplastes. Vous savez que les cellules végétales sont entourées d'une paroi rigide pectocellulosique qui empêche d'accéder directement aux cellules. Et en utilisant des enzymes de champignons, on peut digérer ces parois et obtenir ici des cellules nues qu'on appelle des protoplastes. Et ces protoplastes, ces cellules, on peut les faire fusionner, les transformer ou les régénérer, comme on va voir un exemple. Donc sur l'exemple suivant, il s'agit ici de diapositives qui illustrent le fait qu'on maîtrise à la fois la génération, l'obtention de ces protoplastes et leur fusion, puis la régénération de plantes. Ici, il s'agit de colza à partir de ces protoplastes. Et ceci a permis d'obtenir ce qu'on appelle des cybrides, donc des hybrides cytoplasmiques de colza. Et ça a eu une conséquence importante pour les agronomes, pour ceux qui le savent. Ça a permis, par exemple, de transférer ce qu'on appelle la stérilité mâle cytoplasmique qui est portée par les mitochondries d'une espèce mâle stérile au colza N cultivé. Ça permet d'obtenir des mâles stériles qui facilitent grandement la création variétale pour le colza. Une autre technique, c'est l'aplodiploïdisation. Alors, la première partie, aplodisation, c'est le fait d'obtenir des individus provenant d'un seul parent, sans fécondation. Donc, après, on peut avoir une deuxième étape qui est la diploïdisation, c'est-à-dire après un doublement soit spontané, soit induit par des traitements chimiques, on peut régénérer le nombre normaux de chromosomes et obtenir ce qu'on appelle des homozygotes de N parfaitement purs, parfaitement homozygotes. Ces techniques permettent d'obtenir des gains de temps et d'efficacité énormes pour fixer des caractères par rapport à des cycles de sélection classiques. Je vais vous lire simplement ce qui est en vert ici pour vous dire que l'haploïdisation peut être à la fois spontanée. On connaît des espèces chez lesquelles se développent des embryons somatiques de façon spontanée, ou elle peut être obtenue à partir soit de gamètes mâles, donc on parle d'androgénèse, soit à partir de gamètes femelles ou de culture d'ovules, ce qu'on appelle la gynogénèse. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'espèces, même très important, à partir desquelles on peut obtenir ces haploïdes, puis des... Voilà. Donc maintenant, j'ai terminé avec la partie de biologie cellulaire, et je vais vous parler plus d'ADN et de génomique et de leur impact en amélioration des plantes. Donc l'objectif de la génomique d'une façon générale, et en plus si on revient à l'exposé précédent de Jean-François, c'est de localiser et de séquencer les gènes pour étudier ou comprendre leurs fonctions. Et pour l'améliorateur, c'est de pouvoir utiliser ou pouvoir créer de la variabilité et d'avoir des marqueurs également moléculaires pour la sélection. Alors l'historique de l'étude des génomes et de l'ADN n'est pas propre aux plantes, mais les plantes ont joué des rôles importants, ne serait-ce que par le fait que la génétique, on peut dire, démarre avec la mise en application des lois de Mendel sur l'hérédité, puis après les notions de liaison génétique, la description de l'ADN, donc qui est une double hélice d'ADN, la découverte du code génétique, la découverte des enzymes de restriction et de l'ADN recombinant, donc l'utilisation des enzymes pour faire de l'ADN et des plasmides recombinants, le séquençage d'ADN qui finalement est quelque chose d'assez récent, une étape importante pour les biologistes moléculaires dans les laboratoires, le fait de pouvoir cloner par amplification enzymatique in vitro l'ADN, donc les techniques de PCR, et puis plus récemment les techniques de silencing et de micro-RNA qui ont été découvertes. Ce qui est important de retenir sur cette historique, c'est finalement que tout le monde est d'accord aujourd'hui que l'ADN est bien le support moléculaire de l'information génétique,
que c'est une chaîne, on appelle bicaténaire, de 2 brins de 4 molécules, donc ce qu'on appelle ici des bases, adénine, thymine, guanine, cytosine. Et ce qui est très important, c'est que la structure est donc identique chez tous les organismes. On a vu qu'on peut séquencer des micro-organismes prokaryotes ou eucaryotes, la structure de l'ADN est la même, la composition. Et enfin, une chose importante, c'est que sa réplication et sa transmission ne sont pas parfaites, elles induisent des variations, et c'est ces variations qui provoquent une évolution permanente des génomes, qui permettent à la vie d'évoluer et qui permettent aux sélectionneurs de sélectionner des plantes améliorées. Alors les génomes végétaux et leur séquençage, donc à l'heure actuelle, il y a à peu près une vingtaine d'espèces végétales qui ont été séquencées depuis la première espèce qui était la plante modèle Arabidopsis thaliana en 2000. La taille des génomes varie énormément, puisqu'elle est de moins de 100 millions de paires de bases pour certaines plantes, à plus ici de 16 milliards de paires de bases, par exemple pour le blé. En vert, vous avez les espèces qui ont déjà vraiment été séquencées. En bleu, celles qui sont en cours de séquençage. Vous voyez que le blé, donc la séquence n'est toujours pas... Tout à l'heure, vous avez entendu parler de problèmes d'assemblage. Pour des grands génomes comme ça, avec des zones répétées, il y a des problèmes d'assemblage. Vous voyez également que la taille moyenne des génomes d'angiosperme est de 6 milliards de paires de bases, ce qui est finalement 2 fois la taille du génome humain. Le génome humain ayant une taille à peu près identique à celle, enfin même ordre de grandeur à celle du maïs. Donc, les bénéfices directs du séquençage, on en a parlé dans l'exposé précédent, c'est de faire l'inventaire des gènes putatifs. Alors il y a tous ces problèmes effectivement d'annotation, mais grâce aux outils bioinformatiques, on peut repérer des gènes putatifs et après étudier ces gènes pour étudier leurs fonctions. On peut étudier le polymorphisme de ces gènes dans différentes accessions ou dans différents mutants. On peut étudier l'expression de ces gènes une fois qu'on a leur séquence. Et puis tous ces travaux permettent de simplifier la liaison entre un phénotype et un génotype qui intéresse le sélectionneur. Vous avez entendu parler également de synthénie, c'est-à-dire que la caractérisation de ces génomes permet d'identifier des gènes par comparaison de génomes. Tout cela, c'est basé donc sur ce que vous venez de voir, c'est la conservation de la colocalisation ou de l'ordre de certains loci sur les génomes. Et ici, quand on compare le génome du riz, donc, qui est petit, à celui du maïs, ou à celui du blé, on peut voir que l'ordre de certains gènes est respecté sur les chromosomes, et ça, c'est des techniques, donc la synthénie, qui a permis d'identifier et de caractériser certains gènes et leurs fonctions. L'autre chose importante apportée par la génétique moléculaire et par la génomique, c'est l'apport de marqueurs moléculaires. C'est vraiment quelque chose de fondamental, d'important pour la sélection, puisque un marqueur moléculaire, le fait de pouvoir suivre un caractère avec un marqueur moléculaire, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide que de suivre un phénotype. Si je prends exemple ici l'introgression d'un gène en rouge qui permet la résistance à un insecte, il est beaucoup plus facile de pouvoir vérifier que vous avez introduit le gène dans une variété en disposant d'un marqueur moléculaire que de devoir tester au champ si la plante est bien résistante à l'insecte. Alors, l'utilisation des moléculaires a aussi énormément aidé et aide à faire des progrès concernant la caractérisation de l'ossi d'intérêt, c'est-à-dire de faire un lien entre le génotype et le phénotype. Pour cela, il existe 2 grands types d'approches pour faire ce lien entre le phénotype et le génotype. Dans tous les cas, ce qu'on étudie, c'est la coségrégation, le fait qu'un phénotype suit des marqueurs moléculaires. La différence, c'est que dans le premier cas, la variabilité est issue de croisements entre 2 parents qu'on connaît, et après, on va étudier la coségrégation entre un phénotype et le marqueur qui provient d'un parent ou de l'autre. Et dans l'autre cas, ce qu'on appelle aujourd'hui la génétique d'association, en fin de compte, la variabilité provient tout simplement de la variabilité naturelle qui existe dans des populations ou dans des variétés différentes, et où on va pouvoir suivre la présence d'un marqueur et corréler la présence d'un de ces marqueurs à un caractère phénotypique ou pas. Alors, il y a eu des progrès récents et importants concernant ces 2 techniques. D'abord concernant le développement des marqueurs eux-mêmes. En particulier, on a maintenant des marqueurs de plus en plus faciles d'utilisation, entre autres grâce aux techniques de séquençage, et des marqueurs de plus en plus précis, puisque certains d'entre eux sont basés sur le changement d'un nucléotide qui caractérise exactement le gène d'intérêt. Donc on ne peut pas suivre de façon plus simple et plus rapide le caractère d'intérêt. Et la deuxième amélioration porte aussi sur la génération de nouveaux types de populations. En fin de compte, on génère des populations intermédiaires entre les deux, c'est-à-dire qu'on va générer des populations, des croisements, mais à partir de parents multiples, pour se rapprocher de situations qui ont les bénéfices de ces 2 types de variabilité.
tout cela ouvre la voie à des approches beaucoup plus globales de sélection qu'on appelle finalement la sélection génomique, où on peut suivre globalement et de façon simultanée l'ensemble des marqueurs sur un génome. Alors, maintenant, une fois que je vous ai parlé donc de ces mutations et de la façon de les caractériser, on va parler de leur origine et donc de savoir comment on peut en créer et comment on peut les utiliser. Donc, les mutations s'accumulent en permanence avec les générations dans tous les génomes. Comme je vous ai dit, il y a des erreurs, soit de réplication, soit de réparation de l'ADN. Et de façon naturelle, cette accumulation peut être stimulée par des agents mutagènes, par exemple des agents, j'appelais agents biologiques, par exemple des insertions de transposons, on en a parlé tout à l'heure, on en verra, par des agents physiques de l'environnement, les rayonnements du solaire ou chimiques, et puis par l'échange de matériel génétique, par des croisements avec d'autres espèces. On peut regrouper les mutations en général en différents types. Donc là, vous avez une séquence, on va dire, ancestrale sauvage. Vous pouvez avoir soit des changements de nucléotides, ce qu'on appelle des mutations ponctuelles. Vous pouvez avoir des délétions dans le génome de certaines régions, ou au contraire des insertions de génome. Et toutes ces mutations constituent la base de la variabilité qui est sélectionnée après par les améliorateurs. Donc sur cette diapositive, il y a un premier exemple de mutations spontanées qui ont été sélectionnées. Donc là, vous avez un chou sauvage. Et là, vous voyez différents mutants qui ont été sélectionnés à partir de variabilités de mutagénèse naturelle. Donc le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou cultivé, le chou-fleur ou du romanesco. Cette variabilité peut provenir également de l'acquisition de gènes par croisement interspécifique. Donc là, juste pour illustrer, j'ai pris l'exemple de la tomate. On estime que 10% du génome de la tomate cultivée actuelle, c'est-à-dire quand même à peu près 3000 gènes, proviennent d'espèces différentes. Alors, un autre exemple, là, on remonte finalement dans l'évolution et dans le temps. Ah non, vous ne voulez pas ça. C'est le fait que la diversité peut provenir de croisements interspécifiques et d'accumulation de génomes. Et l'exemple classique, c'est l'exemple donc du blé tendre, Triticum aestivum, qui provient de l'accumulation de 3 génomes différents, génome A, B ou D. Donc le blé est une espèce hexaploïde, et donc ça a amené de la diversité. Et il existe d'autres espèces polyploïdes de façon naturelle. Alors, la polyploïdisation peut être interspécifique, mais elle peut être aussi intraspécifique. Et en fin de compte, on peut avoir des duplications entières du génome de façon tout à fait naturelle dans de nombreuses espèces. On a de nombreuses espèces qui sont polyploïdes de façon naturelle. On a des espèces qu'on estimait diploïdes aujourd'hui, et on a montré que c'était d'anciens tétraploïdes. Et par exemple, en ce qui concerne ici ce qu'on appelle les dicotylédones, on a pu montrer, grâce au séquençage et à la notation et à la compréhension de la structure des génomes, qu'il y avait eu au moins 3 événements de duplication qui étaient partagés par toutes les dicotylédones. Donc un premier événement ici en brun de duplication totale, d'ailleurs, qui est partagé également par les monocotylédones. Un deuxième événement et un troisième ici, qui sont partagés par toutes les dicotylédones. Donc vous imaginez, au cours de l'évolution, 3 duplications totales du génome et la variabilité qu'a pu entraîner cette duplication du génome. Alors, cette polyploïdisation peut être induite, et elle est à l'origine donc de très nombreuses mutations, puisque vous vous retrouvez en présence de plusieurs copies d'un même gène et une capacité d'évoluer qui est donc beaucoup plus grande. Cette polyploïdisation a également entraîné des remaniements chromosomiques importants, des insertions, des délétions, des activations de transposons, et même, ça a été montré récemment, des régulations épigénétiques. Donc un exemple de ces variabilités naturelles dues aux transposons qui ont été sélectionnés. Vous avez l'exemple ici d'un chou-fleur, ici du raisin, donc la transposition dans un gène, dans un facteur de transcription qui contrôle la biosynthèse des anthocyanes, et ici l'exemple du liseron. Alors j'ai fait cette diapositive, non pas pour vous l'expliquer entièrement, mais pour vous montrer que les espèces cultivées, finalement, aujourd'hui, proviennent de l'accumulation de ces mutations. Et donc ici, il s'agit d'un riz, où vous avez le génome ancestral ici indiqué en bleu, et puis vous avez une addition dans le temps de certaines mutations indiquées ici en jaune, de recombinaisons, d'événements de recombinaisons en rose, de translocation, d'inversion, qui ont donné des variétés intermédiaires. Puis vous arrivez à un génome complètement remanié ici pour la variété cultivée de riz concernée. Alors on peut également provoquer cette mutagénèse pour accélérer finalement la variabilité, pour augmenter la variabilité et la sélectionner. Et donc ça on le sait depuis le début du XXe siècle, quand on a montré que les altérations, donc les mutations provoquées par les radiations étaient en fin de compte des mutations transmises génétiquement, et on a pu développer également d'autres mutagènes.
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en 2000, il y a eu une analyse de la FAO qui montrait que plus de 2200 variétés cultivées recensées étaient issues de mutagénèse artificielle. Et la dernière chose, c'est que récemment, on a développé une technique qui s'appelle donc le tilling, qui est une technique très intéressante qui permet de sélectionner les événements de mutation, en particulier une mutagénèse chimique. Ça permet de faire ce qu'on appelle de la génétique réverse, c'est-à-dire d'identifier des allèles qui pourraient être intéressants, c'est-à-dire de la diversité pour des gènes qu'on connaît déjà, pour des fonctions qu'on connaît déjà. Alors la conclusion sur cette partie, c'est que les mutations sont donc à la base de l'évolution, de l'adaptation des espèces, de la domestication et donc de la sélection. Les données génomiques montrent que le vivant finalement constitue un pool de gènes qui évolue en permanence. Et j'ai illustré ici sur ce schéma le fait que la quasi-unicité du code génétique permet des transferts, en particulier des transferts horizontaux. Ils ont été évoqués également dans l'exposé précédent. Nombreux et variés. Les plus importants et emblématiques sont donc la présence de gènes mitochondriaux et le transfert de gènes mitochondriaux dans le génome des eucaryotes animaux ou végétaux, ou le transfert de gènes de chloroplastes dans le génome des plantes. Mais il existe de très très nombreux autres transferts horizontaux, dont un qui va nous intéresser un peu plus maintenant, c'est celui qui est dû à la bactérie qu'on appelle Agrobacterium, donc soit tuméfacien, soit rhizogenes, qui fait finalement du génie génétique naturel. Cette bactérie ici contient un plasmide, et dans ce plasmide, elle a un fragment d'ADN qu'elle peut transférer au génome végétaux. Il va s'intégrer dans le génome végétal et être intégré par la plante. Alors la particularité de ce plasmide, de ce fragment d'ADN transféré à la plante, c'est qu'il code pour un certain nombre de fonctions. Tout d'abord pour des gènes impliqués dans la biosynthèse d'hormones végétales, l'auxine et la cytokinine. C'est la production de ces hormones qui va entraîner cette formation de galles ou de ce qu'on appelle de troncs de galles et de racines sur les tissus. Et en même temps d'acides aminés un peu spécifiques qu'on appelle les opines qui vont être utilisés par la bactérie pour se développer. Donc il y a la bactérie a, on va dire, inséré des gènes qui permettent de se développer sur la plante. Et évidemment, l'homme a utilisé ce génie génétique naturel pour pouvoir améliorer les plantes. C'est ce que nous allons voir maintenant, donc dans la troisième partie, qui est la transgénèse, où je vais vous rappeler d'abord les bases cellulaires et moléculaires de la transgénèse, vous donner quelques exemples d'utilisation potentielle et l'état actuel des cultures transgéniques. Donc les bases théoriques de la transgénèse, on les a déjà vues finalement, elles reposent sur l'universalité du code génétique, c'est-à-dire que ça rend possible l'utilisation des séquences d'un gène qui proviennent de micro-organismes, de bactéries, d'animaux. Ce gène peut être d'une certaine façon, dans certaines mesures, lu et compris par d'autres organismes. Le fait qu'il existe ce qu'on appelle des vecteurs de transfert. Donc je viens de vous montrer la bactérie, agrobactérie, qui est capable de transférer des fragments d'ADN dans le génome des plantes, mais certains virus peuvent le faire, et puis on sait le faire également par des traitements physiques ou chimiques. Et le fait qu'une fois qu'on a transféré ce gène, si on l'a fait sur des cellules, on puisse régénérer des plantes et des organismes entiers. Donc ça repose également sur ce qu'on appelle la totipotence cellulaire des plantes. Donc l'historique du génie génétique, un peu comme la génomique, ça date du XXe siècle et du début du XXe siècle. Donc ça a démarré en particulier avec la caractérisation de Agrobacterium tumefaciens, la caractérisation du plasmide qui transfère de l'ADN, les premières plantes transformées donc en 82-83, à nouveau dans des laboratoires français pour certains, donc avec Jacques Tempé et Marie-Delle Chilton qui ont pu montrer que des plantes avaient été régénérées à partir d'Agrobacterium rhizogenes, et en même temps des équipes belges, donc avec Van Montagu et Shell, et des équipes américaines et toujours Marie-Delle Chilton, qui ont pu transformer, obtenir les premiers tabacs transgéniques résistants à un antibiotique. Ils avaient changé des gènes du plasmide d'Agrobacterium. En 1984, on a également obtenu des transferts directs de gènes. Les premiers essais en champ datent des années 86. Une amélioration de la technique et qu'on utilise dans les laboratoires, en particulier sur l'espèce modèle, c'est la transformation in planta avec Agrobacterium. Les premiers essais la première mise sur le marché, c'était une tomate transgénique, donc 94, ça fait donc maintenant presque une vingtaine d'années.
mise sur le marché de soja, de maïs, de coton transgénique, et en 1998, l'autorisation à la vente de 3 variétés de maïs en France, qui était devenu le premier pays européen à cultiver des OGM. Donc les étapes de la transgénèse sont résumées sur cette diapo. C'est assez simple. Une fois qu'on a identifié un gène d'intérêt, on peut l'isoler, le multiplier dans un plasmide et à ce moment-là le transférer soit directement par des techniques physiques ou chimiques dans le génome végétal, soit en utilisant justement Agrobacterium. Puis on régénère les plantes. Alors il y a une limitation quand même importante à la transgénèse, c'est que le site d'insertion dans le génome pour l'instant reste aléatoire. On peut donc avoir des effets, ce qu'on appelle de position, c'est-à-dire selon l'endroit où s'insère le gène, ça peut jouer sur l'expression du transgène. Donc il faut trier les événements pour avoir l'expression voulue. Et parfois, on peut également insérer le gène dans des séquences qui sont importantes et créer des mutations. Dans ce cas-là, on se retrouve tout simplement avec des événements de transformation qui sont tout à fait similaires à des mutations classiques. C'est-à-dire qu'au mieux, on arrive à maîtriser, on fait véritablement de l'ingénierie génétique et on confère à la plante un nouveau caractère de façon tout à fait contrôlée, et au pire, on se retrouve dans des mutations classiques, celles qu'utilisent d'habitude les sélectionneurs. Mais évidemment, pour faire de l'ingénierie génétique encore plus ciblée, il serait intéressant de pouvoir cibler ces mutations. Et donc, on développe actuellement de nouvelles technologies d'ingénierie moléculaire qui sont en cours de développement, et elles reposent, alors elles sont de 3 types. Donc elles utilisent soit ce qu'on appelle des nucléases à doigt de zinc, des méganucléases ou des protéines TAL. Ces protéines ont en commun de pouvoir reconnaître de façon assez spécifique des séquences d'ADN et donc de pouvoir cibler des protéines sur ces séquences d'ADN. Et après, en fonction des domaines justement protéiques qu'on va leur conférer, on va pouvoir utiliser ces enzymes pour intégrer de l'ADN ou pour couper l'ADN à ces endroits-là. Alors maintenant, je vais vous parler des applications donc, de ces techniques, et en particulier donc, de la transgénèse. Ces applications sont variées, donc elles sont en agronomie, en alimentation, dans l'industrie. C'était le sujet. Herman vous parlera de l'application pour la lignocellulose, et également dans le domaine de la santé. Donc, je vais commencer par les applications agronomiques parce que pour quelqu'un qui fait la biologie végétale, il reste que c'est un problème majeur. Les maladies, les ravageurs, selon les endroits, sont responsables de 25, voire plus de la moitié des pertes des récoltes. Et malheureusement, les maladies et les ravageurs sont nombreux et variés. Et eux savent évoluer très vite, s'adapter très vite et continuent à infecter les plantes et à réduire les récoltes. Et donc, il faut pouvoir s'y adapter le plus vite possible. Et donc, finalement, les stratégies antivirales qui permettaient de lutter contre les virus ont été parmi les premiers exemples de plantes transgéniques. Il s'agit ici donc de tomates qui sont devenues résistantes au fond à un virus qui infecte la tomate par rapport ici aux tomates contrôle. Et c'était les premiers essais au champ qui ont eu lieu en 1987. Ces tomates exprimaient une protéine d'enveloppe du virus qui interférait avec le développement du virus. Un autre exemple, c'est la résistance aux insectes. Il existe très peu de moyens conventionnels de résister aux insectes. On connaît des gènes de résistance, par exemple chez le melon, mais dans ce cas-là, le gène de résistance du melon au puceron ne peut pas être transféré à d'autres espèces par simple croisement. Et donc, au contraire, il existe des solutions transgéniques assez simples, en particulier la surexpression d'une protéine, donc l'exemple classique de Bacillus thuringiensis, qui est toxique pour ces lépidoptères, donc ici pour ces larves de maïs, et donc vous voyez à droite des maïs protégés et ici des maïs infectés. Le double avantage, c'est que l'infection est souvent doublée d'une surinfection par des champignons qui produisent des mycotoxines, et donc ces maïs sont protégés à la fois contre les insectes et la production de ces mycotoxines. Il existe également de nombreux exemples pour la résistance ou la tolérance des plantes au stress abiotique, la tolérance aux métaux lourds. Et là, j'ai pris juste l'exemple de tomates résistance au stress salin. Donc ici, à gauche, vous avez des tomates de type sauvage qui sont cultivées sur 200 millimolaires de sel, et à droite, des tomates transgéniques qui expriment un transporteur de sodium. Et ces plantes de tomates accumulent le sel dans leur vacuole, ce qui détoxifie le sel. Donc l'amélioration, les cibles également ont concerné l'amélioration de la qualité industrielle ou nutritionnelle. Donc j'ai pris 2 ou 3 exemples. Notamment ont été obtenus récemment une augmentation de 40% de la production d'huile dans des graines de colza, par surexpression d'une enzyme de levure, ou alors le doublement de la teneur en sucre de la canne à sucre, là par la surexpression d'une enzyme bactérienne. Alors,
On verra peut-être tout à l'heure des exemples de l'adaptation de la biomasse lignocellulosique ou de la modification de l'amidon, mais finalement j'en ai rajouté une, puisque j'ai appris qu'il n'y en aurait pas. Et il y a d'autres améliorations sur la qualité, mais je vais vous donner juste 2 ou 3 exemples. Donc l'exemple classique pour la nutrition, c'est le riz, ce qu'on appelle le riz doré, beaucoup plus riche en provitamine A. Et là, vous avez un riz de type sauvage, et on peut induire une augmentation d'un facteur 40 à 50 de l'accumulation du carotène, tout simplement en surexprimant 2 gènes, un premier gène de maïs et le deuxième d'une bactérie, qui va conduire à l'accumulation de bêta-carotène dans les maïs. Un autre exemple, justement, donc, c'est d'application industrielle, c'est le fait, normalement, les pommes de terre produisent un amidon composé de ce qu'on appelle aminopectine et d'amylose, ça peut-être tu en parleras, et en fin de compte, par transgénèse, en surexprimant une enzyme, une entreprise a obtenu des pommes de terre qui produisent quasiment 100% d'amylose, dont les propriétés industrielles sont très intéressantes à utiliser. Alors, un dernier exemple concerne le développement de ce qu'on appelle le molecular farming, c'est-à-dire que les plantes peuvent être utilisées pour produire des protéines d'intérêt pour la santé ou d'intérêt même industriel, et notamment des protéines pour faire des vaccins, des anticorps, du plasma, des hormones ou des enzymes pour l'industrie. Et là, vous avez de droite à gauche le nombre d'essais de plantes qui surexpriment ces enzymes recombinantes qui a différents intérêts. Donc, les dernières diapositives concernent donc le bilan des OGM à l'heure actuelle. Donc ça, c'est les derniers chiffres qui datent donc de la production 2011. En 2011, il y avait 160 millions d'hectares dans le monde d'OGM cultivés. Ça correspond à peu près 10% des surfaces totales cultivées. Et c'est en augmentation de 8% par rapport à 2010. Il y a 29 pays qui cultivaient des OGM en 2011. La moitié, vous voyez, c'est la courbe en rouge, sont des pays en voie de développement qui ont atteint le même nombre de surfaces que les pays développés. Donc la moitié des cultures OGM sont faites dans les pays en voie de développement. Les principaux producteurs restent quand même les USA, enfin les États-Unis, puis après l'Argentine, l'Inde, le Canada, la Chine, le Paraguay. Et des pays comme la Chine ont investi donc l'année dernière, alors les chiffres sont plus ou moins précis, plus de 2 milliards de dollars pour quelques années pour développer les OGM. Les plantes concernées pour l'instant, c'est essentiellement 11 plantes, et même plus particulièrement 4 plantes principales, donc le soja, le coton, le maïs et le colza. Même si à l'heure actuelle, il y a des essais et des plantes même qui ont été ce qu'on appelle dérégulées, donc approuvées, qu'on pourrait cultiver. Ça concerne 26 espèces. Ça concerne quand même à 90% ces 4 espèces pour l'instant, sachant que par exemple 75% des surfaces de soja aujourd'hui sont des soja OGM et 80% du coton cultivé dans le monde. Alors, les conclusions. Donc, je vais aller un petit peu plus doucement. Donc, je vous ai montré que les espèces cultivées évoluent constamment. C'est l'évolution, il y a des mutations. Et l'homme a mis à profit cette évolution, cette variabilité pour adapter les végétaux cultivés à leurs besoins. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui sans aucun doute qu'il sera toujours nécessaire d'améliorer les plantes pour répondre à l'évolution ne serait-ce que des contraintes biotiques. Les pathogènes, les maladies évoluent, il faut bien que les plantes évoluent. Mais en plus, aujourd'hui, on a des nouveaux objectifs de qualité et de durabilité qui s'ajoutent, comme on l'a montré, et donc l'amélioration des plantes reste absolument nécessaire. Je vous ai montré que les méthodes classiques de sélection, elles restent nécessaires, en particulier en ce qui concerne les caractères, ce qu'on appelle quantitatifs et multigéniques, et le développement de la génomique en particulier facilite et augmente énormément la puissance de ces approches, et ouvre même actuellement de nouvelles perspectives de ce qu'on appelle la sélection génomique, c'est-à-dire de sélectionner vraiment des combinaisons de caractères sur tout le génome. Je vous ai montré que les biotechnologies permettent essentiellement, leur intérêt principal, c'est d'élargir la base génétique utilisable. Donc les exemples que je vous ai donnés utilisaient des gènes, par exemple, d'origine bactérienne ou des levures. Et en même temps, en parallèle, ces techniques de génie génétique et les biotechnologies permettent de faire avancer les connaissances. Et plus les connaissances avancent, par exemple, on parlait tout à l'heure de la maîtrise de l'expression des gènes, du contrôle de l'expression des gènes, ça permet d'envisager une véritable ingénierie moléculaire. De plus, ces techniques permettent également, comme je vous l'ai montré, de réduire considérablement le temps d'introgression des caractères d'intérêt dans de nombreuses variétés. Enfin, il me semble que les biotechnologies ne modifient en rien, n'apportent rien de nouveau en ce qui concerne les contraintes classiques de l'agronomie ou de l'agriculture, c'est-à-dire les contraintes qui existent, qui ont toujours existé, qui concernent le maintien de la biodiversité.
toute l'amélioration repose sur l'existence de cette biodiversité, donc biotechnologie ou pas, c'est un enjeu majeur. De même que l'apparition des résistances aux herbicides, aux maladies ou aux prédateurs, ou des effets non attendus des croisements. Tout ça, c'est des problèmes classiques de l'agriculture et de l'amélioration des plantes, mais les biotechnologies offrent simplement des outils supplémentaires pour y répondre. Et le dernier point, c'est que il me semble important de souligner que soit l'amélioration conventionnelle ou celle qui repose sur les biotechnologies, la disponibilité et la diffusion des ressources génétiques restent un enjeu majeur, clé et stratégique de l'amélioration des plantes. Voilà, donc je remercie Paul de m'avoir invité pour parler de ça. Je remercie mes pairs, que ce soit ceux avec qui j'ai pu travailler à Versailles ou au niveau international, que j'ai eu la chance de rencontrer et grâce à qui on peut faire un exposé comme ça aujourd'hui, et en particulier Jacques Tempé. Et puis mes collègues qui m'ont fourni du matériel pour faire cet exposé, ainsi que l'INRA qui nous permet de faire tous ces travaux. Merci.